Ok, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je suis entouré, merveilleusement entouré de trois amis qui sont des personnes merveilleuses. Alors, je ne fais pas exprès d'être le seul homme, normalement il y avait un homme qui devait venir aussi, mais ça n'a pas pu se faire. Mais donc, je suis très heureux d'être avec vous trois, donc avec Nasrine, Stéphanie et Agnès. Et en fait, l'idée ici de cette vidéo, c'est vraiment de donner du sens à ce que nous traversons collectivement depuis 2 ans. Et donc, sans prétention, l'idée, c'est de faire un espace de partage, d'inspiration pour grandir malgré le chaos extérieur, et puis se réapproprier, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est se réapproprier sa liberté intérieure, en fait, sa souveraineté et sa dignité. Alors, je dis dignité parce que depuis 2 ans, ça vous a pas échappé qu'on a été quand même assez fort maltraité. D'ailleurs, c'est le titre d'un documentaire qui relate un peu ce qui s'est passé pendant 2 ans. Maltraité, il y a de l'agression, il y a beaucoup de manipulation, des conditionnements de la peur, il y a eu beaucoup de peur. Après, il y a le chantage, il y a la discrimination avec les bons et les mauvais citoyens, alors que légalement, il n'y avait pas de raison de faire ça. Il y a eu beaucoup d'agressivité, des gens qui veulent emmerder les autres, comme vous le savez. Pour ceux qui voulaient refuser ces injections géniques, qui voulaient juste le droit de respecter leur corps, de prendre soin de leur corps comme ils l'entendent, ils ont été vraiment mis sous le côté. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à ça. Ces injections qui étaient censées sauver le monde, et puis aujourd'hui, tout le monde se rend compte que finalement, c'est pas trop ça, en fait. Et le point commun qu'on a ici tous les quatre, c'est que on a traversé ça comme tout le monde, cette crise. On a toujours essayé le plus simplement possible, de garder en fait une sorte de paix intérieure malgré tout, de cultiver toujours la paix intérieure, l'harmonie. Enfin, vous allez me dire tous les trois si vous êtes d'accord, hein, de toujours résister face aux peurs, parce que la peur, vraiment, c'est le pire ennemi de l'être humain, de résister face au totalitarisme et d'élever, avec cet événement, d'élever notre conscience en fait. Et donc, on n'a pas l'ambition d'enseigner quelque chose ici, mais plutôt de partager en fait, avec simplicité, ce qui nous a touchés. Alors, il y a des questions que les personnes se posent. Vous savez, j'ai un canal Telegram pour résister avec un esprit constructif, pour avoir que des bonnes nouvelles pendant ces 2 ans, des choses qui nous donnent de l'espoir pour sortir de ces périodes sombres où il y a beaucoup de ce tyrannie sanitaire n'étant qu'un prétexte pour imposer, je pense, un changement de régime. Et donc, dans ce canal Telegram où il y a plus de 6000 personnes, j'ai dit qu'on allait se retrouver tous les quatre. Et alors, les gens commençaient à poser des questions en disant, mais oui, moi, concrètement, dans ma vie, voilà, j'ai tel problème. Comment est-ce qu'on fait pour rester calme face à tout ce qui se passe, des situations familiales qui sont difficiles. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont en France, qui ont très, très difficile avec ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment ensemble, de voir comment vous vivez ça avec votre métier. Alors, je vous ai choisi pourquoi? Parce que vous avez tous un point commun. Donc, c'est que vous êtes quand même dans le domaine on va dire vous me corrigerez si je me trompe, hein, mais de l'accompagnement avec cette dimension spiritualité qui donne du sens. Alors, je vais vous présenter peut-être directement, ça va être plus simple, puis vous pouvez corriger. Et je vais commencer peut-être par une première question. Donc, d'abord, je propose que je vous présente une à une, et chaque fois, vous donnez votre météo intérieure par rapport à ce qui se passe. Juste comme ça, on fait connaissance avec vous. Bon, Nasrine, on te connaît déjà très fort, mais Stéphanie, Agnès, un peu moins. Et puis moi, je donnerai aussi ma météo intérieure. Donc, c'est actuellement là où on est, au moment où on tourne la vidéo. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette période actuelle? Par exemple, ici en Suisse, il y a un relâchement. Les mesures sanitaires, on les a arrêtées. Bon, on n'est pas dupe, elle pourrait toujours revenir parce que l'équipe au pouvoir est toujours la même. Mais comment est-ce qu'on vit ça? Et puis, quand on voit le reste du monde, quand on voit ce qui se passe au Canada ou ailleurs, voilà, comment est-ce que vous vivez actuellement cette période actuelle? Alors, Nasrine, tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu as écrit quelques ouvrages très intéressants sur le sujet vraiment de la croissance individuelle, je dirais. Tu as écrit La Nutri-Émotion en 2021, qui a été réédité en 2021, mais c'est ton premier livre, je pense, qui a eu beaucoup de succès. Puis tu as écrit un autre livre le titre est très, très évocateur, c'est Le pouvoir de l'accueil, ou Renaître en un seul instant. Et ensuite, tu as écrit un autre livre qui j'ai pas encore lu, c'est Vous êtes votre propre guide. Et puis, tu as également créé un jeu de cartes connecté qui s'appelle l'Odyssée intérieure. Et puis, tu viens de sortir ton dernier livre qui est une sorte de synthèse peut-être de tout ce que tu as déjà écrit ou les séminaires que tu as déjà donnés aussi, tu donnes beaucoup de séminaires. C'est l'homéopathie du bien-être, qui est un assemblage, si j'ai bien compris, de sagesse, de phrases de sagesse atypiques. Donc, Nasrine,
dis-nous un petit peu, toi, comment tu te sens? Quelle est ta météo intérieure par rapport à ce qui se passe après ces 2 ans? Alors, avant de commencer, très cher Eric, un grand merci à toi, Annie et Stéphanie, justement de nous faire nous réunir. Comme tu le disais avant, et je crois que c'est important aussi de juste transmettre ce message à tout un chacun qui nous écoute. Les scientifiques se regroupent, il y a des regroupements de personnes de plus en plus, mais dans le domaine peut-être de la spiritualité, ce n'est encore pas vraiment présent et je crois que grâce à toi, peut-être ce mouvement-là va pouvoir être entamé, donc un grand merci avant tout. Et puis par rapport à la météo intérieure, elle est, je dirais, un peu comme d'habitude, elle est dans la paix d'observer tout ce mouvement. Ça peut paraître très paradoxal. Il y a une grande excitation aussi, une joie profonde malgré toute la souffrance parce que on voit les mouvements, on voit les gens se rassembler, on voit qu'il y a voilà, un soulèvement vraiment au niveau de l'énergie de l'humanité qui veut reprendre sa place en ce monde. Donc ma météo intérieure est très, très, très en joie. Magnifique. Merci Nasrine. Alors, on va passer à Stéphanie. Stéphanie, tu es aussi auteur. Tu as écrit 3 livres, si je me trompe, tu me corrigeras. Alors, tu as écrit un livre, nous on se connaît aussi parce qu'on s'est rencontrés dans des manifestations pour la liberté. Hein, on a ce point commun tous les quatre, c'est qu'on est dans cette résistance. Alors toi, tu as écrit un livre, tu as fait un super discours d'ailleurs, hein. J'ai trouvé beaucoup aimé, c'était à Lausanne. Et alors, tu as écrit un livre, j'aime beaucoup le titre, Nasrine, ça va te plaire aussi, je pense, et Agnès. Le titre, c'est Vive l'ego. C'est intéressant, ça va un peu à contre-courant, et c'est bien, je trouve. Vive l'ego, tu as écrit ça en 2016, et puis tu as écrit l'année passée, je pense, c'est Notre monde dans un regard, et tu as écrit Soyons présents. Voilà. Et puis je sais que tu t'engages aussi en politique suite à ces 2 ans, c'est génial. Ici, tu interviens plus en tant qu'auteur. Dis-nous, toi, Stéphanie, comment tu te sens, quelle est ta météo intérieure suite à ce qu'on vit? Alors, elle est bonne parce que, bon, là, je suis très stressée parce que, comme tu dis, Eric, on a fondé un mouvement politique en Suisse et on a en 2 mois dû fonder le parti, faire une alliance. On est en campagne, les élections sont le 20 mars, donc c'est vraiment de la folie. Donc, je suis survoltée. Mais ma météo est vraiment plutôt lumineuse parce que je pense vraiment que c'est une grande chance. C'est ce passage que nous vivons aujourd'hui. Et j'ai eu un moment, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après, par rapport aux questions que tu vas nous partager. J'ai eu un moment très angoissant au mois d'octobre 2020, où vraiment j'ai ressenti la peur dont tu parlais tout à l'heure. Mais depuis aujourd'hui, vraiment, je suis en fait très optimiste face à ce qui se passe. Et encore plus maintenant, depuis le début de l'année, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qu'il y a quand même un recul, alors qui prévaut de quelque chose de mieux, mais par contre, on n'en est pas encore sorti, mais il y a vraiment quelque chose, une ouverture qui arrive, qui permet un recentrage pour une manifestation un peu plus lumineuse et qui laisse la place de nouveau aux personnes qui sont là et qui vont pouvoir œuvrer pour cette nouvelle humanité qui arrive. Ok, super. Merci Stéphanie, c'est chouette. Agnès, je vais passer à toi. Alors toi, tu n'as pas encore écrit de livre à ma connaissance, mais tu aurais pu en écrire un parce que tu as une vie assez riche. Tu as été très très loin. Alors déjà en termes de distance, puisque tu as été retrouver des maîtres bouddhistes vraiment dans les montagnes, si je me souviens bien, tu as été très loin. Et puis tu as été très loin dans les profondeurs. Et la profondeur, c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, tout ce qui est l'ancestral et la profondeur. Et en fait, tu es là aussi parce que tu es en fait tu es master coach. Mais pour moi, en fait, tu es mon coach spirituel. En fait, tu es la personne, quand j'ai eu des moments difficiles, je me suis confié à toi et puis tu apportes cet éclairage pour décoder, pour comprendre, pour accepter. Donc, tu m'as beaucoup aidé, je te remercie ici. Et donc, toi, Agnès, toi aussi, tu as beaucoup difficile. Enfin, tu es en France, toi, et en parlant avec toi, je sais que ces 2 ans, c'est vraiment 2 années qui ont été conséquentes à vivre, surtout avec des enfants. Dis-nous, toi, comment tu te sens là au jour d'aujourd'hui? Quelle est ta météo intérieure? Alors, ma météo intérieure, c'est là, juste dans l'instant,
parce que je suis une personne de l'instantané et que je me laisse traverser par toutes mes émotions et je rejoins beaucoup Nasrine et c'est là où je valide en fait mes enseignements personnels parce que je suis une personne de l'ombre qui sort maintenant, qui a passé une vie où je n'ai accompagné principalement que moi-même dans des moments de tous les extrêmes. Je suis passée de la déconstruction profonde de tous les préceptes enseignés. Donc, j'ai fait un parcours universitaire. Je suis très passionnée de mémoire ancestrale. J'ai d'ailleurs une mémoire extrême où je me rappelle de chaque souvenir et je crois que c'était ça qui était le plus difficile pour moi, d'avoir cette mémoire extrême de chaque souvenir, de chaque empreinte, de chaque impression et d'avoir vécu des choses assez traumatisantes. Donc, voilà, je suis apte vraiment à comprendre la souffrance extrême parce que je l'ai traversée à de nombreux égards. Et c'est ce qui m'a amené si loin. Sinon, je ne serais pas partie, je n'aurais pas cherché de réponse. Je serais restée tranquillement chez moi. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à prendre mon bâton de pèlerin après donc un diplôme en journalisme d'investigation. Et sous couvert de cette profession, je suis partie sur les chemins à droite, à gauche. J'ai échappé à tout le monde. Et je suis allée jusqu'à me perdre profondément. Et quand je me suis perdue profondément, que j'ai tout déconstruit, que j'ai fini dans les Himalayas à 5000 avec ma solitude, le petit ruisseau pour faire le nécessaire de ma toilette. Et puis voilà, des retraites vipassana, enfin des choses assez raides parce que je suis une personne de l'extrême, voilà, même si ça peut-être paraît pas comme ça, mais je suis quelqu'un qui a exploré tous ces extrêmes. Tous les extrêmes que moi je pouvais contenir, pas tous les extrêmes universels bien sûr. Et donc je suis allée dans mes parts d'extrêmes et extrêmes lumineuses et autant mes extrêmes d'ombre. Et donc j'ai eu un appel parce que je ne suis comme on parlait avec Nasrine, je rigole parce que je suis pas du tout une personne de technologie. Et en fait je me suis ouvert à l'internet. Là, juste un peu avant le corona, j'ai une amie qui me disait « Ah, mais va voir sur YouTube, enfin, tu devrais un peu te connecter. » Et là, je me suis aperçue que je n'étais pas toute seule. C'est-à-dire que tout ce que j'avais nourri pendant toutes ces années, j'étais prête à le partager d'un claquement de doigts avec d'autres personnes que moi. Et là, j'ai eu la révélation. Je dis « Mais enfin, donc, cette connaissance que j'ai maintenant, bon, parce que voilà, je vais pas raconter ma vie, je suis déjà un peu long, mais en fait, elle est la même que toutes les personnes qui ont un savoir initiatique. Et donc, à partir de là, un grand champ des possibles s'est ouvert à moi et j'ai eu vraiment cet appel. Je ne pensais rien faire de mes facultés, juste être, puisque j'étais dans cette sagesse-là. Je me disais, voilà, j'avais ouvert beaucoup de facultés, mais l'idée, c'était peut-être pas forcément d'en faire quelque chose. Et puis si, finalement, là, je suis à l'orée de cet espace magistral où nous sommes là pour nous retrouver, où je suis certaine d'être à la juste place avec vous en ce moment et où je suis certaine que nous serons de plus en plus à nous retrouver pour être ensemble à la juste place, pour porter le message pour lequel nous avons été travaillés toute cette vie et qu'il est enfin temps de le porter. Et là, je vais revenir donc à cette période extrêmement particulière qui fait que il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années en arrière, lorsque moi j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis passée pour l'illuminé de service. Donc, probablement, je dis ça que, bon, bref, peu importe. Mais je pense que j'ai échappé à bon nombre de compréhensions, voilà, de compréhension logique de l'époque, voilà. Et donc, en échappant à tout ça, en ne suivant que moi-même et que mon instinct, en observant chacune de mes pensées pendant toutes ces années, en observant chacune de mes émotions, en essayant de comprendre ma machinerie intérieure, eh bien, je me suis demandé moi-même parfois où j'allais avec ça. Et en fait, tout ça pour ça. Tout ça pour être là maintenant avec vous et pour pouvoir apporter cette parole avec, comme d'autres que nous, d'espoir. Une parole vraiment qui rejoint l'enthousiasme, la joie, parce que enfin, les oreilles vont pouvoir s'ouvrir. Enfin, il va y avoir un espace qui s'est créé par ces brimades que nous avons subies pour que
nous puissions faire un changement, mais qui soit de l'ordre, allez, je vais être enthousiaste, pas du 360 degrés, mais vraiment qu'il y ait voilà, quelque chose qui révolutionne un petit peu. C'est-à-dire qu'enfin, on essaye de prendre en compte qui nous sommes, ce que nous sommes profondément, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous avons à faire, et que à force de se perdre dans cette société consumériste, dans cette télé qui nous abreuve de programmes pour nous maintenir dans des schémas de manipulation, eh bien que nous allons enfin pouvoir nous reposer quelques questions subtilement essentielles qui pour lesquelles je me dis mais comment peut-on vivre sur cette terre et ne pas se poser ces questions? Comment peut-on être là et manger, boire, dormir, travailler sans se demander ce que nous avons à partager ici? Alors voilà, maintenant je me dis, enfin, peut-être, à chacun à sa mesure, l'espace va être ouvert après toutes ces brimades qui continuent, mais c'est très bien, ça nous sert à ceux qui sont missionnés pour faire des choses et faire passer des messages et restructurer à chaque niveau de la société des pans entiers dans la médecine, dans la loi, dans les lois, dans l'éducation, dans l'accompagnement, etc. Mais enfin, je veux dire, on a un travail énorme à faire et tout part de là. Voilà, tout part. Si on peut dire que voilà, les choses peuvent partir à présent. Donc c'est une météo intérieure. Il y a du soleil, il y a une puissance lumineuse. T'es plutôt enthousiaste, ça fait plaisir. Et on va pouvoir d'ailleurs développer ce que tu dis. Tu pourras continuer. Maintenant, je vais vous donner aussi le même météo intérieur. Puis après, on va passer aux questions qui sont très intéressantes que se posent beaucoup de gens par rapport à cette crise. Donc déjà, vous avez déjà pas mal donné cette vision spirituelle de la crise et je rebondis sur ce que tu disais, Agnès, c'est que c'est une opportunité extraordinaire pour enfin bâtir parce qu'on voit par le contre-exemple ce que n'est pas une société humaine, ce que c'est pas une démocratie, c'est pas humain, et on voit donc qu'il y a tout à construire. Alors moi, je dirais ma météo intérieure, elle est un peu comme s'il y avait des nuages, il y a une petite éclaircie. Donc parce qu'en Suisse, par exemple, c'est la fin des mesures sanitaires, donc voilà, c'est quand même chouette de plus voir des gens. On n'est plus dans un asile psychiatrique à ciel ouvert où maintenant je vois les gens sont en masse, ça fait drôle. Ça redevient un peu humain, mais je suis pas dupe non plus parce qu'il y a encore beaucoup de nuages. Mais derrière, il y a le soleil que tu indiques, que vous indiquez tous. Mais j'ai quand même pas oublié qu'il y a toute cette souffrance des gens qui n'ont pas été soignés, de tous ces médecins qui voulaient soigner et qui ont leur interdit de soigner et puis en plus on les a mis sur le côté, de ces gens qui sont été se faire injecter parce qu'ils voulaient juste vivre ou pour leur travail ou juste parfois pour voyager aussi. Donc, tout ça, ça a amené des conséquences. Ces enfants, il y a 300% de taux de suicide chez les enfants, d'augmentation de taux de suicide chez les enfants. Il y a beaucoup de souffrance, toutes ces peurs. Donc ça, j'oublie pas non plus. Et puis les responsables sont toujours pas jugés. Donc c'est pour ça que je dis éclairci, parce que c'est une petite lumière. On voit qu'il y a un changement dans le monde, mais c'est pas fini, quoi. On en est encore loin, il me semble personnellement. Alors c'est pour ça que c'est enthousiasmant, parce qu'effectivement il y a le soleil, et c'est peut-être la première fois qu'on voit qu'il y a tout à reconstruire en fait. Cette crise nous montre tout ce que n'est pas, toute l'incompétence qui existe, et les conflits d'intérêts, la corruption, etc. quoi. Alors, donc, je suis quand même enthousiaste finalement aussi. Alors, je vais vous poser une série de questions. Donc, je vous avais dit sur le canal Telegram, il y a plein mal de gens qui ont posé des questions sur finalement comment vivre. Déjà, vous avez donné pas mal de clés, mais on va aller plus loin maintenant. Comment traverser cette crise le plus sereinement possible, comment comprendre les choses. Chacun, avec humilité, on va un peu partager comment on voit les choses. Donc, vous intervenez quand vous voulez, celle qui veut. Je vais vous poser une première question. Alors, j'en ai regroupé 3 sur un thème qui est, ça c'est très courant, c'est très commun, cette interrogation chez les gens, c'est comment se préserver de la peur. Alors, je vais ici, donc, comment rester positif dans ce contexte anxiogène, parce qu'il y a toujours, malgré tout, à cause des médias et des gouvernements, un contexte qui est très anxiogène. Je crois que vous ne regardez plus trop les médias classiques, moi non plus, ça fait plus de 25 ans, mais pour les gens qui les regardent, il y a toujours encore cette peur qui est maintenue. Donc, comment rester calme? Comment rester calme et ne pas en vouloir à ceux qui nous insultent pour nos choix et qui acceptent cette mascarade sans réagir? C'est intéressant aussi, parce que les gens ont très dur avec ça. Donc, c'est aussi les émotions, ça peut être de la colère aussi. Alors, comment aussi, dernière question, donc c'est 3 questions, vous répondez à celles que vous voulez. Comment rester plus ou moins en maîtrise, parce que
quand on suit ce qui se passe, on peut être déprimé quand on voit des nouvelles difficiles. Puis après, qu'on voit la liberté, par exemple. Tout d'un coup, on est content, puis on voit que ça a été réprimandé très violemment. On est nouveau. Et en fait, on fait des va-et-vient émotionnels. Comment finalement arriver à rester au-dessus de l'eau, ne pas se noyer avec ça, en fait, ne pas être dans ces montagnes russes émotionnelles. Voilà, 3 questions qui se ressemblent. Qui c'est qui veut réagir? Comment vous sentez les choses? Qui c'est qui veut réagir? Nasrine, peut-être. Oui, je veux bien me lancer, merci. Je vois qu'il y a tellement de bienveillance que tout le monde veut laisser la place à tout le monde. C'est très beau à observer. Par rapport au fait de rester positif, c'est là une question qui m'est très souvent posée aussi, bien avant même la situation. Ça fait 20 ans que j'accompagne les personnes et rester positif est vraiment, apparemment une condition nécessaire au bien-être. C'est du moins ce qu'on a voulu nous faire croire. Je crois qu'il est très important d'observer que le positivisme, à une certaine échelle, peut transformer l'être humain en un espèce de robot. Donc pour moi, l'être humain est constitué d'un système émotionnel et pour son bien-être, il est très important qu'il soit aussi traversé par des émotions dites négatives comme la peur. Et je crois que cette situation-ci, justement, nous permet de reprendre contact avec cette émotion précisément qui a été refoulée dès notre plus jeune âge. Donc, nous n'avons pas appris à collaborer, à cohabiter, à écouter les peurs qui nous traversent. Et de ce fait, nous sommes fondamentalement, durant toute notre vie, très souvent sur le pied de guerre lorsqu'elles se manifestent, et ce uniquement dû à ce conditionnement. Donc, mon invitation ici, c'est pas de se dire comment est-ce que je peux rester positif. Mon invitation ici, c'est de se dire comment est-ce que je peux oublier ou mettre de côté l'idée qu'il faut être positif pour pouvoir me mettre à l'écoute des messages que veut me transmettre cette peur, qu'il s'agisse d'une peur personnelle ou collective. Donc, mon invitation va toujours dans le sens du pouvoir de l'accueil. Le livre, ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est ce qui m'a permis de guérir et de transformer ma vie aussi. Et mon invitation est vraiment toujours la même. C'est, au lieu de vouloir être positif, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire être positif, ça se fait sur un arrière-plan de négativité et on accentue davantage encore la dualité, chose qu'on aimerait éviter dans ces circonstances-ci. Justement, il y a beaucoup de dualité et je crois que pour se faire réunir justement ces deux énergies qui paraissent tellement opposées, trouvons là un juste milieu en trouvant une voie pacifique. Parce que le bien-être ne peut pas s'atteindre à travers un état d'esprit de lutte où on insère des armes comme la lutte ou le positivisme, qui pour moi est une arme vraiment très féroce. Donc, comment être positif? Si je peux laisser l'idée de côté, me dire, je vais me mettre à l'écoute de la peur, peu importe comment elle se manifeste, que ce soit à travers moi, à travers les médias que je regarde, à travers ce que j'entends dans la rue, comment est-ce que je peux rétablir ma relation à mon système émotionnel. Parce que si je n'ai pas une bonne relation à mon système émotionnel, alors ma relation à mon mental et mon corps physique vont être affaiblis, va être affaibli également. Et je crois que dans ces circonstances-ci, je crois que cette situation nous pousse justement à rétablir notre relation à notre fort intérieur, à remettre en lumière cette force que nous avons. Et la force n'est pas synonyme de gestion, d'état de lutte, mais bien au contraire, d'une énergie bienveillante, d'une écoute attentive. Donc, bienvenue à la peur, puissions-nous lui dire, eh ben, je te vois, je te reconnais, et je suis totalement ouvert à recevoir tes messages. Voilà mon invitation dans ce sens déjà. Ah, merci. Stéphanie, Agnès, vous voulez réagir là-dessus ou sur une des questions que j'ai citées? Agnès? Alors oui, donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec Nasrine et en tant que personne justement qui suit une grande émotive et qui essayait de maintenir tout ça. Finalement, maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai donné ma météo du jour, mais je peux me laisser traverser par une tristesse énorme. Je peux pleurer, je peux rire aux éclats. Je peux être tellement triste et tellement vraiment déprimée de voir parfois comment finalement va le monde, etc. Et j'accueille ça. Je ne suis pas coupée de mes émotions et je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je me dis, voilà, on y est, c'est ça. C'est-à-dire que cet accueil-là, pour moi, c'est un mot que j'emploie beaucoup et que qui est le maître mot de
de cette gestion émotionnelle, de cette maîtrise émotionnelle, parce que dans l'idée de ne pas effectivement refouler les choses, ni de les déplacer. Hein, c'est-à-dire si on les refoule, on ne veut pas les voir dire « Ah, je ne veux pas sentir ça, non, je ne veux pas ressentir ça, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas être énervée parce que je suis une personne de paix. » Eh bien non, voilà, moi je suis passée par des grands enseignements bouddhistes et finalement je suis dans l'authenticité et la vérité. Oui, je me sens révoltée. Ah, oui, ça grince. Oui, quand je regarde ça, non, mon système me dit que ce n'est pas OK. Et c'est très bien, ce sont des avertisseurs. Je dis merci pour l'info. Et à partir de ce merci pour l'info, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Et après, je travaille avec mon système pour faire voyager cette peur, pour la faire glisser, évoluer, pour qu'elle reparte dans ces centres énergétiques qui sont bien plus grands autour de nous et auxquels nous sommes tous reliés. Bon, ça, c'est encore un autre concept à expliquer, mais qui sont capables de recycler, puisque la nature recycle tout ce que nous produisons. Donc, en fait, sans accueil ou sans sensation de peur, de révolte, d'agacement. Moi, j'ai 2 enfants, je vis en France, elles sont soumises aussi à des règles que j'ai trouvées mais vraiment absurdes, hein, pardon. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir été dans un film, c'est-à-dire qu'au départ de cette crise, j'ai regardé tout ça et je dis mais que se passe-t-il là, tiens, qu'est-ce qu'on va nous faire traverser? Et en fait, à aucun moment, je ne suis rentrée dans ce film, je l'ai regardé et pour autant, j'ai été soumise de par ma connaissance à la sensation du collectif. Donc, j'ai souffert avec la souffrance du collectif. J'ai été traversée, je n'ai pas été protégée pour autant, malgré mes pratiques. J'ai été traversée par la souffrance du collectif. J'ai été traversée moi-même par ma propre révolte, parfois, par cette absurdité qui se déroulait sous mes yeux. C'était tout le temps comme ça, avec un espèce de second degré, mais je ne peux pas dire que j'ai été au-dessus de tout et que je suis restée en paix, loin s'en faut. Non, c'est-à-dire que j'ai rétabli l'équilibre à chaque fois dans mon système. Parfois, ça pouvait durer aussi quelques jours. Mais voilà, c'est-à-dire que l'équilibre revenait. Alors la télé, c'est simple, je ne la regarde pas, c'est ma résistance, je dis non. Voilà, donc non. Et puis, je me tiens informée autrement. Je prends mon information ailleurs. J'ai d'autres sources d'informations qui me permettent finalement, je ne suis pas désinformée puisque je comprends ce qui se passe et je suis au courant de ce qui se passe et je prends mes informations par des médias alternatifs. Hein. C'est pas que je plane complet sur la situation. Je vais même très loin dans l'information parce que j'adore la vérité et que je suis une chercheuse de vérité et que je sens que je peux tout entendre. Enseigne journaliste, voilà. L'investigation en fait. Hein. Oui, tout à fait, oui. Je cherche l'information et je veux me confronter à la vérité. Je n'ai pas envie d'être dans l'illusion. Je veux savoir. Même les choses les plus horribles, les plus atroces, même si là, je parais être super enthousiaste et j'aime beaucoup que les choses ne se voient pas dans mon système, mais je suis profondément en empathie profonde, en compassion profonde. J'aurais même aimé en être protégée, mais c'est comme ça que j'ai pris ma connaissance parce que, voilà, j'éponge en fait, je sens, je veux dire, Nasrine aussi a ce parcours. Bon, moi en plus j'ai beaucoup de souffrance derrière, mais dans une pièce, enfin, je sais que nous sommes interconnectés et la sensation, je ne peux pas être bien moi si j'ai des personnes qui souffrent autour de moi. Bon, alors après maintenant, il y a moyen de faire en sorte que, mais voilà. Donc, je ne suis pas dans l'ignorance, je ne suis pas dans, tout le monde dit les beaux, non. Je vais même très loin dans les théories de ce qui peut en être de ce monde. Et c'est avec la vérité qu'on se construit. C'est avec la vérité qu'on se construit, avec l'authenticité, avec ce qui est. Donc, voilà, le monde, il est ce qu'il est et les choses sont ce qu'elles sont. Et c'est de ce postulat que nous devons partir pour… Et bon, moi, j'en suis le produit même, c'est-à-dire que quand bien même tout cela, en fait, on peut traverser tous ces moments autrement que dans la peur et la souffrance. Oui, donc le point commun. Quand bien même ils sont là, quand bien même ils sont là.
ça ou est-ce qu'on dit Agnès et Nasrine ou aux Nasrine questions? a parlé d'accueil et c'est exactement cela. C'est-à-dire que l'accueil, c'est accepter ce qui nous traverse. Si on est en colère, on a le droit d'être en colère. Il y a un grand problème de légitimité chez l'être humain parce que il y a toujours une notion de perfection qui nous taraude, qui est vraiment très inscrite dans la conscience collective. Et je pense que on n'est pas du tout armé pour accueillir ce qui se passe en nous. Et typiquement, l'accueil mène au lâcher-prise. Et le lâcher-prise, finalement, c'est savoir qu'on fait partie de l'équation de ce qu'on doit manifester, mais on n'en est pas la totalité. Et ça revient par rapport à cette situation, à ce que je trouve très positif. Il y a plusieurs niveaux dans ce qu'on vit. Il y a ce qu'on vit au niveau de notre corps, au niveau de notre réalité en tant que personnalité, être humain, mais il y a également une salvation qui est derrière ce passage, qui est très puissante. Moi, je me sens en même temps très petite et très, très grande, dans le sens très petite, parce que je sais que l'humain ne pourrait pas venir ne pourrait pas contrer cette force tout seul. Mais par contre, nous ne sommes pas que des êtres humains. Nous avons une âme, un esprit. Bon, après, ça, la terminologie, ça dépend des personnes. Hein. Moi, je nomme ça âme, corps, esprit. Maintenant, c'est un peu égal, c'est qu'une terminologie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une présence à tous les niveaux qu'on doit savoir incarner. Et cette présence au niveau humain, elle draine de la peur. Moi, je l'ai ressenti, cette peur. Heureusement, pas trop longtemps. Le temps peut-être de réaliser qu'on était vraiment dans le goulot d'étranglement, et puis de réaliser qu'il y avait quelque chose de beau derrière. Et ça, je l'ai pas réalisé toute seule. On m'a guidée intérieurement. Et je dois dire que ça a été un gros cadeau. Et pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais vous dire, nous ne sommes victimes de rien. Alors, il y a des tragédies qui se passent sur notre terre en ce moment, comme déjà d'ailleurs auparavant. Forcément, si on voit notre réalité seulement à partir de notre corps et de notre vie présente, ça peut être juste tragique. Mais je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que si on passe par là, c'est pour une volonté d'évolution. Et ça me permet de trouver cette paix quand il y a quelque chose qui m'angoisse et de me dire, d'accord, Stéphanie, c'est comme ça. Si ça se manifeste dans ta vie, c'est que c'est juste. Et ça, je le sens profondément. Et finalement, Nasrine, quand tu dis l'accueil, c'est vrai, l'accueil, c'est ça. C'est non seulement d'accueillir, mais de lâcher prise, parce que finalement, on doit accueillir d'une façon unitaire. On peut pas sélectionner ça me fait peur, ça me met en joie. Il faut être à disposition. Alors, c'est pas facile, hein. Mais quand on n'y arrive pas, c'est beau aussi. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est que quand on n'y arrive pas, c'est magnifique aussi. Et que c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on ne peut pas arriver toujours. Donc, c'est vrai que cette peur que les gens vivent aujourd'hui, elle est bienfaisante au final. Mais c'est vrai que pendant le passage, c'est difficile. C'est vrai. Mais on est là les uns pour les autres et j'espère qu'on arrivera. Voilà. Waouh, c'est inspirant tout ce que vous dites toutes les trois. Et ouais, je vous rejoins. Moi, alors pour répondre aussi là-dessus, je dirais, en fait, j'ai pas vraiment eu de peur, mais j'ai beaucoup de colère. Par contre, j'ai de la colère contre les gens qui ont peur d'ailleurs. Mais moi aussi. Je me rends compte parce que évidemment, on est conscient que tout ça a été surgonflé en termes de danger. En fait, le danger est très petit, mais on l'a énormément gonflé grâce aux médias qui sont une caisse de résonance pour la peur, en fait. Tout ça pour des intérêts mercantiles, finalement. Je crois que tout le monde l'a compris aujourd'hui. Et en fait, je suis en colère parce que, ouais, c'est ça, ça génère tellement de souffrance, en fait. Alors, je dirais, pour répondre aussi aux questions et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que il y a la peur ou la colère. Je dirais il faut l'accueillir, effectivement, comme vous dites, j'essaie de faire ça au mieux. Mais après, ce qu'il y a aussi, ce qu'on peut déjà commencer à faire, c'est de ne pas en rajouter avec nos pensées qui sont dans les jugements, dans les suppositions. Et voilà, en tant qu'humain, je peux témoigner que souvent, quand je commence à juger ou à supposer, anticiper, ça augmente la peur ou ça augmente la colère. Donc déjà, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est, comme
comme a invité Nasrine à le faire, enfin, toutes les trois, vous vous invitez à la même chose, finalement, c'est de mettre son attention plutôt dans le présent et d'accueillir cette sensation, ce qui nous évite alors de partir dans le monde mental qui va anticiper, qui va mettre de l'huile sur le feu, en fait. Parce que souvent, on se fait des films, en fait. Autant que les gens qui sont dans la résistance, qui vont commencer à avoir peur aussi, les autres ont peur parce qu'ils sont conditionnés, puis il y a ceux qui sont dans la résistance qui ont peur aussi de tout ce monde totalitarisme qui arrive, que les autres ne voient pas. Finalement, tout le monde a peur. Enfin, si on va dans... Je caricature, mais l'idée, c'est vraiment comme vous invitez toutes les trois à le faire, c'est de revenir, donc arrêter de commencer à ruminer et revenir plutôt à cet exercice très passionnant qui est d'en profiter, de voir ça comme une opportunité pour accueillir les sensations. D'ailleurs, une question pour vous trois, parce que pour terminer avec ce thème-ci, Nasrine, tu as commencé à en parler, l'accueil, le pouvoir de l'accueil, mais c'est les gens qui nous écoutent qui sont pas du tout très au fait mais oui, d'accord, je comprends ce principe, mais comment je fais? Qui a envie de donner un truc concret? Comment je fais, moi, pour accueillir la peur? Parce que beaucoup de gens ne savent pas, en fait. Je crois que c'est toi qui vas devoir sélectionner à chaque fois, Eric. Oui. On a tous envie de parler. C'est ça. Quand on est dans le monde de la spiritualité, il y a tellement de respect que finalement, chacun ne veut pas trop. C'est génial. Prendre trop de place. Mais écoute, on va peut-être faire un ordre chaque fois, ça va être plus cool. Comme ça, vous dites chacun quelque chose. Nasrine, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pratique? Tu as écrit tout un livre là-dessus en plus. Quelque chose de simple. Alors, l'accueil passe fondamentalement par le corps physique. Le corps physique qui est l'outil le plus simple à observer. Beaucoup plus simple à observer qu'une pensée ou qu'une émotion. C'est ce qu'il y a, à vrai dire, de plus concret. Donc, l'accueil passe fondamentalement par une relaxation du corps physique. Parce que j'ai beau me dire que l'accueil, c'est de dire oui à la peur, ou de ne pas anticiper les mélodrames qui pourraient se produire dans mon mental. Si ce n'est pas intégré ici sur le plan physique, ça ne sert absolument à rien. Donc, j'invite toujours les gens avant tout, avant de s'adresser même à la peur ou à une quelconque émotion, tu faisais référence à la colère, etc., de juste observer le corps physique. Le simple fait de porter mon attention sur le corps physique va ramener cette attention qui est comme une vaste parabole, cette grande parabole qu'on a à la NASA et qu'on peut diriger. Le simple fait de porter mon attention sur le corps physique en fermant les yeux, c'est plus facile au début. Ça va permettre au corps physique de reprendre son souffle, sa respiration naturelle, qui n'est autre qu'une respiration ventrale, comme on l'observe très bien chez l'enfant en bas âge. Quand le corps physique est détendu, il y a un truc génial qui se produit. Il n'est plus stressable. En effet, un corps physique détendu ne peut pas être stressé. On ne peut pas être stressé si on est détendu. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe à quoi on fait face, si le corps physique est relaxé, il est fait d'eau, n'est-ce pas? Alors tout ce qui va m'arriver, qu'il s'agisse d'une douleur, d'une pensée, d'une agression extérieure, verbalisée, d'une menace que je pourrais même imaginer, d'une émotion, tout cela va traverser cette eau, tout simplement. Mais si mon corps physique est tendu, à ce moment-là, on va s'imaginer sous forme de lac gelé, alors tout ce à quoi je vais faire face va venir se heurter contre ce lac et va laisser une empreinte. Se créent alors les blessures. Et les blessures créent de nouveaux conditionnements. Et notre mémoire va nous dire, j'ai été blessée à tel instant et de ce fait, j'ai peur de me reconfronter à telle situation. Je veux plus avoir peur, je veux plus être en colère parce que ça me fait trop mal. Or, il y a un truc magique qui se produit. L'accueil génère fondamentalement la guérison. Ça peut paraître très radical et pas très scientifique comme je vais le présenter là, mais il faut s'imaginer que ce qui est imprimé ici, toutes nos blessures, tous nos conditionnements, toutes ces croyances, tout ce qui nous a été inculqué de notre plus jeune âge pour finalement uniquement pouvoir utiliser l'humanité aussi dans un certain système, toutes ces blessures-là, fondamentalement, elles se dissipent quand le corps physique se décontracte. Donc, toute information peut seulement se greffer à mon corps physique. On appelle ça l'état de lutte quand cela se produit. Et ça se produit au niveau épigénétique à des endroits très spécifiques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais l'état de lutte, c'est quand une information a le pouvoir de se greffer à mon corps. Pour ce faire, mon corps doit être rigide, n'est-ce pas? Sinon, il n'y a aucune possibilité de s'accrocher à cela. Mais quand mon corps physique se détend et se transforme en un lac gelé, cette information, qui est comme un petit bout de papier sur lequel l'info est inscrite, va juste flotter dans l'eau. Quand elle ne peut pas s'accrocher à ceci, cette information, cette blessure, peu importe,
alors elle ne peut pas se manifester. Donc, fondamentalement, pour faire un petit résumé, le pouvoir de l'accueil ou accueillir, ça veut dire quoi? Fondamentalement, c'est être dans un corps physique détendu, parce que si je suis détendue, je ne suis plus stressable. Super. Ah, j'adore parce que c'est super concret. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, en spiritualité, on parle pas trop du corps et c'est génial que tu nous ramènes le corps. En fait, je trouve ça une voie royale. Merci beaucoup. Vous pourrez intervenir aussi encore là-dessus. Je vais quand même avancer un petit peu et puis ce sera l'occasion de répondre peut-être à travers cette autre question. Les autres salles de questions concernent plus des personnes qui ont dur avec l'impuissance. Parce que vous remarquez, dans cette crise, il y a un sentiment d'impuissance terrible. Et vous savez, dans les études en psychologie que j'ai faites, on voit que le pire stress, c'est l'impuissance acquise. Parce qu'en fait, on a l'énergie pour fuir ou pour combattre, mais on l'utilise pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, on se sent impuissant. Comme un petit enfant qui subit une injustice, et là, on est un peu comme dans une grande famille avec des parents toxiques qui sont en train de devenir complètement fous, de créer du stress, et on ne sait pas quoi faire, on n'a aucun pouvoir. Croit-on qu'on n'a aucun pouvoir? Justement, je voudrais avoir votre avis. Alors, j'ai 3 questions. Comment aller au-delà de ce sentiment d'impuissance qui nous accable bien que nous résistions? En effet, nous sommes à la merci des décideurs placés au sommet de l'État, et tant que nous ne serons pas unis en grande majorité pour contrer cette dictature, il faut admettre que l'on se sent bien seul et désarmé. Alors, c'est un témoignage, une question comment faire. Une autre question, comme il est parfois difficile de garder le cap de la sérénité. Merci pour vos conseils. Oui, c'est un peu pareil, comment maintenir la sérénité. Nasrine, tu as un peu répondu d'ailleurs. Comment rester connecté à notre être profond lorsque l'environnement est aussi mouvant? Voilà, 3 questions peut-être un peu différentes, mais qui rejoignent le thème de l'impuissance. Alors, peut-être je vais passer, puisque tu viens de parler Nasrine, on va passer à Agnès et puis Stéphanie. Comme ça, c'est plus facile peut-être. Vas-y, Agnès ou Stéphanie, qui veut répondre? Je suis prête si jamais. Ah ben tiens, on commence par toi Stéphanie, puis après Agnès alors. Alors, l'impuissance, c'est quand on pense qu'on doit faire quelque chose. Et c'est sûr que c'est angoissant de penser devoir faire quelque chose et de se dire je ne sais pas quoi faire. Peut-être c'est à nouveau de se dire que tant qu'on n'a pas les moyens de faire quelque chose, il s'agit d'accueillir et puis de se laisser être légitimement ce qu'on est, à savoir typiquement quelqu'un qui demande qu'est-ce que je peux faire quand j'ai peur parce que je sais pas. Peut-être pour moi une réponse serait suivre la joie. Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui aujourd'hui, maintenant, face à cette peur, te rendrait de la joie? Est-ce que serait de te dire, tu vas dans la forêt, tu vas te balader avec ton chien, tu fais un gâteau, tu prends tes enfants, tu fais quelque chose avec eux? C'est vraiment écouter. Et souvent, quand on est angoissé, être est très difficile parce que être, c'est le néant. Ça peut être le néant quand on a peur. Donc, quelquefois, faire quelque chose, ça amène à l'être. Et typiquement, alors de nouveau, on parle toujours en fonction de soi-même. Moi, il y a une chose qui m'aide énormément, c'est le silence. Mais typiquement, si j'ai vraiment peur, peut-être que ce sera de prendre en main ma vie. Donc, de faire quelque chose en me disant, tiens, je fais quelque chose à manger pour le repas de ce soir, ça va être sympa. Et si typiquement, ça déroute cette peur qui vient nous assaillir comme ça. Mais une fois qu'on l'accueille et une fois qu'on se dit, elle est là, mais je vais quand même faire un gâteau, eh bien, tout d'un coup, elle devient beaucoup plus petite. C'est comme si vous imaginez un monstre qui arrive à l'horizon et vous dites, il faut vraiment que je cours, quoi. Alors, vous imaginez, vous courez, il est dans votre dos et vous dites, mais il faut vraiment que je cours. Mais si vous vous arrêtez, que vous le laissez arriver vers vous, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure qu'il approche, il devient de plus en plus petit. Et comme par hasard, au moment où il est là, il n'existe plus. Et c'est vrai que c'est difficile de se retourner et de regarder ce qui vient, mais si on y arrive, alors ça peut être en faisant un gâteau, ça peut être en allant se balader dans la forêt, regardez cette peur, regardez, osez, parce que finalement c'est la fuite qui nous maintient là-dedans. Voilà, c'est ce que je pourrais partager. C'est chouette, c'est très, très complémentaire aussi. Et toi Agnès, aussi une réaction là-dessus, sur ce sujet? Oui, vraiment pour corroborer, pour aller vraiment dans ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que finalement, nos perceptions, notre connaissance nous amène aux mêmes conclusions. Donc, ce sont des connaissances vraiment humaines. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que
on est forcé d'accepter, mais forcé avec bienveillance d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Or, tout ce qui se passe autour de nous, bien sûr, nous fait sentir impuissants, puisque la masse de ce contrôle, de tout ce que nous voyons se dérouler et tout ce qu'on nous impose, nous ne pouvons pas le contrôler. Nous n'avons pas de pouvoir dessus. Nous sommes vraiment impuissants. Nous sentons cette impuissance. Elle est notre réalité. Elle est une vérité. Donc, à partir de là, bien sûr, moi, j'ai une vision spirituelle et voilà, le message serait de, si je pouvais vous transmettre la sensation que j'ai à l'intérieur de moi, ça serait bien sûr plus facile. Et c'est pour ça, je fais ma petite parenthèse, que nous serons amenés, les personnes en conscience, à générer des groupes pour que le maximum de personnes puissent sentir l'interconnexion entre toutes choses. Et je pense que le futur est là. C'est-à-dire que dans la respiration, dans la transmission énergétique de l'information par la respiration, etc., nous devons apprendre à tout un chacun comment nous sommes reliés, comment nous sommes ensemble et comment nous sommes reliés à ce qui nous entoure. Parce que cette peur, elle est viscérale, c'est la peur de la finitude, c'est la peur de la séparation, c'est la peur de la fin. Qu'est-ce qu'il y a de plus tragique qui peut nous arriver de perdre notre vie? C'est la peur de la mort, de la fin. Oui, mais avant ça, il y a toutes les autres peurs qui sont des petits avertisseurs de cette finitude, puisque nous ne sommes plus en conscience avec cet univers. Donc, bien sûr, elle nous traverse. De mon point de vue, elle serait plutôt sous forme de révolte, c'est-à-dire, mince, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a passé là? On nous bride nos libertés, on est embêté, on est frustré. Moi, je sens de la frustration, de la révolte, j'aimerais tout changer, je ne peux pas, je me sens impuissante. Voilà. Et je dois faire face à ça. Et à partir de là, la sagesse voudrait effectivement que on puisse distiller ça, on puisse alchimiser ça. On doit l'alchimiser. Puisqu'on ne peut pas le changer, on doit l'alchimiser. Et l'alchimie est possible. Nasrine l'évoque. Oui, l'alchimie est possible. Mais comme le dit aussi Stéphanie, cela demande de rentrer dans l'action. Alors, l'action, alors ça peut être bien sûr de faire quelque chose, mais c'est aussi de vouloir. C'est-à-dire, bien sûr, Nasrine l'évoque, elle dit, on accueille, oui, mais pour accueillir, il faut avoir la volonté d'accueillir. Ça passe déjà par une envie. C'est celle de dire, au lieu de passer mon temps à aller me divertir de cette peur ou à vouloir la fuir ou à me révolter que ce soit comme ça, eh bien, je vais prendre ma révolte, qui est l'action. Ah, je suis révoltée parce que je voudrais passer à l'action, je ne peux pas. Ah, très bien, c'est un moteur. Qu'est-ce que je fais avec ce moteur? Ce moteur-là, je vais le retourner sur mon système pour lui dire, OK, je vais me mettre à ton service. Et là, c'est un accueil. Moi, j'ai un accueil un peu guerrier. Nasrine a un accueil peut-être beaucoup plus pacifié, beaucoup plus doux. Et chacun a son énergie. Et c'est vrai que moi, j'ai été quelqu'un d'action. Et cette action, cette révolte que je peux avoir, je la mets au service de ne pas lâcher mon système. Non, je ne laisserai pas ce poison gâcher mon présent. Donc, dans le présent, quand ça vient, un doute, une peur, une émotion, paf, ça se sent où? Ah, OK. Là, je dis, j'identifie. OK, l'info, elle est là. Ça sert là, ça me prend là, c'est inconfortable. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de fuir ça. Ah, je m'en vais, je vais vite faire quelque chose. Non, je fais rien. OK, je m'assieds. Ou alors, je continue à faire ce que je fais. Je suis en train de faire la cuisine. Ah, paf, 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 ça sent, j'entends une info. Tac, ah, ça me prend. Ah, je m'énerve. Ah, voilà, j'identifie. Je vais rester très pratique. Très bien. À partir de là, oh, c'est super inconfortable. Tiens, je mangerai bien. Alors, oh, on mange un petit gâteau ou on fait un truc, on change de crèmerie, on fait autre chose. Enfin, non, je reste là. Et c'est vrai que c'est très angoissant parce qu'au départ, cette intériorisation, le fait de s'écouter, de rentrer là-dedans, ça s'amplifie presque. Donc, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut vouloir. C'est comme quand on veut jouer du piano, on veut jouer des symphonies. Ah ben oui, il faut répéter. Eh bien, le corps, c'est pareil. C'est un instrument. Non, nous n'aurons rien facilement. Nous devons travailler cet instrument.
C'est pas, mais quand on aime ça, quand on sait ce qu'on va gagner, on se dit, OK, je le fais parce que j'en ai envie. Je le fais parce que je sais que j'aurai des résultats. Et plus je vais travailler mon instrument, et plus je vais avoir des résultats. Et plus j'aurai des résultats, et plus je vais trouver que, waouh, ça vaut le coup de vivre. Parce que finalement, malgré toute cette peur, malgré tout ce climat anxiogène, d'un coup, avec ce travail dans la spiritualité, dans l'accueil de ma corporalité, dans ma reliance, etc., eh bien, je traverse ça d'une manière différente, beaucoup plus apaisée. Ok. Et c'est possible. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment rentrer dedans et poser son attention. Je vais juste finir parce qu'il faut que ça soit un outil concret. Poser son attention sur l'inconfort. Où est-ce qu'il se situe? Et juste le regarder en présence. Et respirer dedans et le regarder. Et le regarder. On peut même le regarder les yeux ouverts. Hein. Après, c'est une gymnastique, c'est comme une gymnastique. On rentre dans la sensation. Et on la laisse être, aussi inconfortable soit-elle. Ah, elle s'amplifie. Ah, très bien. OK. Eh bien, vous savez quoi? On ne meurt pas. On ne meurt pas de cette amplification. Ça peut être très inconfortable. On est tous habitués à souffrir. Et souffrir pour être libéré, c'est un challenge. C'est un parcours. OK. Voilà. Merci Agnès. Et toi, Nasrine, je sais que tu as ce lien aussi dans la Nutri-Émotion, tu en parles beaucoup, d'amour avec le système émotionnel aussi. Mais voilà, comment tu réagis à ça, à ce qu'elles ont dit ou à cette question? Je t'avoue, très cher Eric, je me suis tellement plongée en elle que j'ai oublié la question. En gros, c'était sur l'impuissance, tu vois. Ah oui, c'était ça le thème principal, parce qu'elles me font bien voyager, c'est merveilleux. Du coup, je suis partie observer d'autres horizons. L'impuissance. L'impuissance pour moi est, à nouveau, ça peut paraître un peu répétitif, mais est fondamentalement reliée aussi à cette peur. Donc l'impuissance me met dans une énergie où physiquement je me sens figée. Donc avant, parce qu'on a cette habitude peut-être aussi d'aborder la vie de manière très mentale, et on va peut-être se dire, ok, je me sens impuissant, et donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie, ou qu'est-ce que je vais changer dans la relation en lien avec le monde pour que je ne me sente plus impuissant? Or, à nouveau, pour moi, toutes ces tentatives sont vaines si au départ, je n'ai pas observé cet outil-ci sans lequel je ne peux pas vivre, fonctionner, ce qui n'est autre que le corps physique. Donc, à nouveau, face à l'impuissance, je vais observer quelles sont les émotions sous-jacentes à cette impuissance, parce que derrière chaque situation, il y a une émotion. Et si cela me fait réagir ou si cela crie sur mon corps physique, alors on peut partir du principe qu'il s'agit d'une émotion refoulée. Donc, je prends contact avec cette peur, colère, tristesse, frustration, peu importe comment, souffrance, peu importe comment je vais l'appeler, et je vais à nouveau lui donner un espace. Je vais donner un espace à cette impuissance pour que cette impuissance puisse complètement s'intégrer à travers toutes ces milliards de cellules. Et il ne s'agit à nouveau aucunement de se libérer de cela ou de gérer cela. On ne veut pas amoindrir la chose, on ne veut pas s'imaginer qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Donc, à travers cette relaxation physique, en fait, je vais reprendre contact avec ma puissance intérieure. Donc, l'impuissance, l'idée même d'être impuissant, découle pour moi uniquement d'une déconnexion avec soi. Parce que peu importe les circonstances, on me dira, oui, mais Nasrine, là, voilà la situation, toute l'humanité doit, comment ça se fait que toi, tu ne te sens pas impuissant là-dedans? Eh bien, je me mentirais si je dirais que je me sens impuissante, parce que une fois que je prends contact avec ceci, je vois qu'il y a d'innombrables possibilités qui s'offrent à moi. Et tout le monde est doté de cette intuition, mais elle se manifeste à nous lorsque nous sommes dans cet état de relaxation et que nous nous donnons le droit de ressentir cette impuissance qui est juste là pour nous dire, au fait, tu es déconnecté de tes messages intérieurs. Et tu peux changer bon nombre de choses, mais tout changement commence par soi. Ok, merci, c'est génial. Alors, j'ai pris quelques notes juste pour réagir à ce que vous dites, pour faire finalement un lien à tout ce que vous dites toutes les trois. Je dirais déjà, la première action qu'on peut faire, c'est l'accueil. Tu viens d'en parler, vous en avez parlé toutes les trois. Et puis l'impuissance, ensuite, il y a des actions, comme disait Stéphanie, aussi qu'on peut faire. Il y a déjà, à mon avis, 2 actions qu'on peut faire. Si juste on reste à un niveau très sur la réalité, le monde de la matière, c'est agir dans des mouvements de résistance, par exemple. Comme ça, on se sent pas dans l'impuissance. Déjà, on agit, on est utile, on fait quelque chose. Ça fait tellement de bien quand on se regroupe, quand on milite, par exemple, pour le port du masque chez les enfants, c'est une aberration. On va faire quelque chose, on va se regrouper.
Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Tu parlais d'action, Stéphanie. Et puis aussi quelque chose qu'on peut faire, il me semble, c'est, moi je propose ça parfois, c'est le pouvoir de l'accueil, je crois que c'est le plus important, Nasrine, enfin, toutes les trois, vous l'avez dit. Après, ce qui peut être intéressant, c'est quand même toujours faire quelque chose. En plus de ça, c'est par exemple aussi donner de l'amour. Voilà, envoyer de l'amour en fait aux gens qui souffrent, parce que quand on fait quelque chose, quand on envoie de l'amour, on se sent plus victime en fait, comme tu disais au début aussi, Stéphanie, on sent qu'on fait quelque chose de bien, et l'être humain dans sa nature, je pense, il a besoin de se sentir utile, il a besoin de se sentir connecté à l'amour, aux autres, et là il le fait. Envoyer de l'amour en méditation, par l'intention en fait, en espérant que les gens qui souffrent souffriront moins ou puissent accéder au bonheur. Je trouve ça vraiment chouette de faire ça. On se sent bien après en fait. Comme quand on offre un cadeau à quelqu'un, on voit qu'il est content, on se sent tellement bien en fait. On pourrait presque dire merci d'accepter le cadeau parce que ça nous fait tellement plaisir. En fait. Donc voilà un petit complément. Alors je propose, il reste plus que 2 questions, d'aller peut-être un peu plus vite, des questions peut-être, des réponses peut-être un peu plus courtes. Peut-être la dernière, on peut prendre plus de temps, ça va être dans la spiritualité à fond. Encore une question sur les relations. C'est donc les gens qui souffrent parce qu'ils sont en relation avec des gens qui pensent pas du tout comme eux, qui sont pris dans la mouvance de la peur. Alors je vous lis c'est 3-4 questions que j'ai regroupées. J'ai difficile à dire que je ne suis pas d'accord avec le courant actuel présenté. Je me sens en minorité, j'ai difficile. Comment réagir avec ces personnes qui me demandent de mettre tout le temps le masque sur le nez? Bon, c'est plus en Suisse, mais ça continue dans d'autres pays. Comment réagir avec les médias mainstream? Comment réagir avec toute cette propagande alors que je suis pas d'accord? Et puis quand j'en parle, je suis traité, insulté, discriminé, méprisé. Comment réagir à ça? Mes proches sont perdus parce qu'ils sont pris par cette propagande. Ils se posent pas de questions. Mais que faire? En plus, moi, je ne suis pas vacciné. J'aimerais bien qu'ils le fassent pas, mais je suis vraiment rabroué. C'est difficile à vivre. Moi, je vis une autre réaction dernière. Je vis avec mon mari qui est pro-vax, qui est dominant. J'ai pas pu empêcher qu'il aille faire vacciner mes 2 fils. C'est très dur à vivre. Voilà. Voilà, mon fils, 17 ans, il fait du sport. Pour faire du sport, il a fait ça. Quand on connaît la pharmacovigilance officielle, qui correspond seulement à 1 à 10% de la réalité, on se dit que c'est une catastrophe, évidemment. Le Sénat a mis en place une commission d'enquête, apparemment, sur les effets secondaires des vaccins. C'est plutôt positif, mais bon, je ne sais pas, avec les corruptions d'intérêt, s'ils vont aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà les souffrances des gens. Qui veut réagir à ça? Là, je vais peut-être... Stéphanie, tiens, on va faire dans ce tour-là. Comment tu réagirais, toi, avec tous ces gens qui souffrent? En plus, tu les connais, tu les côtoies dans les mouvements de résistance, tu les connais vraiment bien, en fait, ces gens-là. Déjà, il faut déjà écouter cette colère. Moi, je vais vous dire, je suis loin pas parfaite. Et moi, quand je vois des gens dans leur voiture ils sont tout seuls avec un masque, j'arrive pas toujours à être bienveillante parce que je me dis que c'est quand même pas croyable, mais réveillez-vous. Donc, il y a 2 parties en moi. Il y a la Stéphanie très humaine. Comme tu disais, Eric, tout à l'heure, parfois, moi, je suis en colère avec ces gens, moi aussi. Mais c'est très superficiel, dans le sens que j'ai compris que, enfin, j'ai donné à cette place en moi une légitimité. Il y a ma partie humaine qui est très superficielle et qui réagit très vite à beaucoup de choses. Elle va pas très loin, cette partie, mais plus je l'écoute, plus je la laisse parler, plus vite elle se tait. C'est-à-dire que si je la contrais en disant « purée, tu pourrais quand même être plus bienveillante, purée, comment tu peux penser une chose comme ça, etc. » Là, du coup, je la bloque, je bloque le flux. Tandis que quand je laisse être et puis que je rentre à la maison, je suis allée à la Migros puis que j'ai vu qu'on peut pas rentrer par la porte de droite parce qu'il faut rentrer par la porte de gauche parce que ça m'énerve, je sors de là, ils sont tous tarés et puis ça me fait du bien, voilà. Après, je sais bien que plus profondément, il y a une grande cohésion dans ce qu'on vit à un niveau humanité, de notre humanité, il y a quelque chose de très beau et je rejoins tous ces gens qui finalement sont asservis par ces préceptes qui n'ont aucun sens. Je les rejoins parce que je pense que on passe tous à différents moments de notre existence par ces stades d'immaturité, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, ce sujet, je suis peut-être plus consciente et puis il y en a d'autres où je le suis pas et finalement tout se régule à un donné ou à un autre. Donc, je crois que c'est surtout, de nouveau, accueillir ce qu'on est. On a tous des tempéraments différents. Il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus doux, des gens qui sont beaucoup plus acerbes. C'est pas grave. On doit se laisser être qui on est sans se juger.
parce que le jugement enlève la légitimité. Et la légitimité, c'est la base de l'amour-propre. Et sans amour-propre, on va nulle part. Donc, c'est vraiment accueillir ça, accueillir la colère qu'on a contre un mari qui ne protège pas nos enfants contre une injection génique. Et puis aussi se dire que quand on a fait tout ce qu'on peut, faire confiance que la vie nous protège aussi, protège nos enfants. Et bien sûr, on les voit comme nos enfants, on veut les protéger. Je suis la première à le penser. Hein. J'ai 4 enfants, j'aurais tué le premier qui arrivait vers eux avec une seringue. Mais après, c'est peut-être de se dire, on est là pour vivre ce qu'on doit vivre. Et moi, je crois qu'on ne vit rien qui ne soit pas d'un point de vue élevé dans l'ordre des choses. Et de se dire, on m'a offert cet enfant, on me l'a mis entre les mains, je le mets entre les mains de la vie. Et je vous demande de le protéger. Et je sais que c'est dur parce qu'en tant que maman, je pourrais presque, je devrais vraiment beaucoup me dépasser pour parler comme ça. Mais si ça devait m'arriver, c'est ce que j'essayerais en tout cas de rejoindre. Okay. Bien que c'est très difficile. C'est très touchant ce que tu dis, hein, c'est très touchant. Agnès, tu es aussi un peu dans la même situation, toi en tant que maman, et puis tu comprends aussi ces personnes, tu les côtoies aussi, j'imagine. Dis-nous un peu comment toi tu réagis à cette souffrance, tu vois, de ces personnes qui sont entourées de gens qui les comprennent pas ou qui les méprisent d'ailleurs justement. Alors oui, c'est vrai que alors moi j'irais plus effectivement dans une forme de il y a des moments où donc une forme de sagesse, c'est-à-dire est-ce que je peux agir dans cette situation, est-ce que ça va avoir un résultat ou est-ce que ça ne sert à rien. Et partant de là, par exemple des personnes qui sont vraiment dans leur bon droit de penser, leur bon droit d'agir, etc. Ma sagesse va faire que je vais essayer d'exprimer mon point de vue, mon opinion. Je vais l'exprimer parce que je vais me permettre de le faire dans certaines situations. Dans d'autres, je ne vais pas l'exprimer parce que je vois bien que ça ne servira à rien et que on va être dans un dialogue de sourds. Et donc, de cette compréhension-là, je me dis non, j'y vais pas. Alors, c'est pas de la soumission, c'est de l'acceptation. Voilà. Donc, j'accepte de laisser la situation comme ça, telle qu'elle est, sans avoir envie d'avoir raison, de me positionner, de faire passer mon point de vue. Voilà, c'est une forme de sagesse. Je sens que ça n'a pas d'intérêt, ça n'amènera à rien, tac, j'y vais pas. Hop, on est tranquille. Des fois, je vais être dans une discussion, on vient un peu me chercher sur mon terrain, on me laisse m'exprimer, tac, je me positionne. Ah, c'est mal vu. Bon, très bien, c'est ton point de vue, je garde le mien. Voilà. Ah, je me fais agresser. Très bien. J'entends ton opinion. Voilà, je vois que ça te révolte. Je comprends. En fait, je me dis, l'autre est dans sa souffrance. En fait, c'est-à-dire que moi, tout est souffrance. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, elle est dans la peur, elle est dans sa propre souffrance, elle est dans sa propre histoire, dans ce qu'elle a à régler dans sa vie. Elle doit passer par là. C'est son expérience. Le plus dur, c'est de s'en détacher de ça. Parce que quand on est face à des gens qu'on aime, quand on sont des gens, des gens qui passent, on se dit, OK, c'est dur. Tiens, je sens que je me fais agresser, je sens que c'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai confiance, parce que je suis dans cette spiritualité, j'ai confiance. Je me dis, OK, chacun son chemin, chacun est là où il en est, chacun prend son expérience, c'est OK. Par contre, c'est vrai que quand on est avec des gens qu'on aime ou des gens de notre famille, je l'ai vécu, c'est difficile parce que forcément, on sent qu'il y a un côté viscéral qui s'active. C'est intéressant. Tac, tac, les viscères qui s'activent. Ah, tiens, c'est marrant. Ça ne s'active pas avec des inconnus ou quoi. Quoique, si je ne raisonne pas que ça s'active, mais avec le système familial, ben oui, mais c'est là où on doit travailler. Parce qu'on est là pour ça, il faut partir de ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout. C'est toute la connaissance que j'ai moi. Et donc, on part de soi. On élargit au système familial. On voit là où c'est viscéral. On essaye de voir ce qui nous appartient. Est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut évoluer avec ça, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Moi, quand j'ai vu mes enfants, je voyais que j'avais la louve qui se... quoi, on empêche mes enfants de respirer alors qu'ils sont en construction. Enfin, c'était juste horrible. Je m'étouffais. Mais voilà, je leur ai dit, j'ai insufflé le vent de la révolte.
J'ai dit, le masque là. Ah oui, tu es sûre? J'ai dit, oui, oui, là. Et tu respires. Et voilà. Donc, bon, voilà. Elles ont respiré. Je les ai autorisées. Je leur ai donné ma confiance. Je leur ai donné, voilà, je pouvais pas rentrer là-dedans. À aucun moment, je n'ai eu peur de ce virus. J'ai juste été préoccupée, attentive. J'ai regardé. C'est pas que je nie pas ce qui s'est passé, mais c'est l'histoire de chacun. Ce virus, il a eu une action différente pour chacun d'entre nous. C'est comme ça. Des virus, il y en a toujours eu. C'est comme des espèces de fatalité. C'est les choses, on peut pas les changer. On peut pas changer ça. Donc voilà. Par contre, j'avais confiance au système immunitaire de mes enfants. J'ai eu confiance à ça. Voilà, ça c'est important comme réponse parce que voilà, faut rappeler ça en fait. Confiance. Et je leur ai dit là. Eh bien, c'est passé. Et des fois, bon, ben, bien sûr, au collège, c'est moins passé. Les primaires, eh bien, bon, il y avait des parents qui disaient surtout là le masque. Bon, ben, les enfants, c'était là. Ils allaient dehors, ils allaient à la rando et tout, mais non, c'était là le masque. Il y a des professeurs qui mettaient du scotch pour pas qu'il le descende, quoi. Voilà, c'est ça. Il fait des cercles autour. C'est Marie-Estelle Dupont qui parle beaucoup dans les médias, qui explique toute cette maltraitance sur les enfants. Donc, c'est intéressant. Et donc, on voit finalement que tout ça est inutile. Donc, je me dis, waouh, mon info, elle était bonne. Ça ne servait à rien. Sincèrement, alors après, on va dire, oui, mais j'avais la sensation que c'était juste. C'était juste. Et pourtant, je suis la première à respecter les choses qui pourraient nous protéger. C'est pas que. Mais là, sincèrement, la justesse, elle n'était pas là. Et donc, je les ai autorisées et elles se sont autorisées. Et c'est un bras de fer. Un enfant qui est là, ah oui, puis alors il remonte, puis je leur dis. Alors, il redescendait, puis au bout d'un moment, ben, il baissait les bras. Voilà, ça se passait dans la joie et la bonne humeur, en fait. C'est un bras de fer comme ça. Ok, merci Agnès, super. Voilà. Complémentaire, c'est vraiment intéressant. Et toi, Nasrine, comment tu réagis à ces personnes qui vivent ces drames qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pense que Stéphanie et Agnès ont déjà évoqué beaucoup, ont mis en lumière beaucoup de pistes. Je pense que être authentique et que la situation actuelle nous pousse à un moment donné à être authentique, à montrer notre posture intérieure, à avoir le courage aussi de dire à l'autre non, je ne suis pas d'accord. Mais avant de le faire, je pense qu'il est vraiment important de pouvoir communiquer tout ce qu'on a à communiquer, de communiquer clairement ce que nous en pensons, ce que nous ressentons, pour qu'il n'y ait pas après de regrets non plus, parce que j'ai pu entendre aussi à travers de beaucoup de témoignages et d'accompagnement de personnes qui se retrouvent dans cette situation où soudainement l'un ou l'autre est pour le vaccin, se fait vacciner pour finir de faire vacciner les enfants aussi. Et elle se retrouve dans cette impuissance, cette personne qui n'est pas pour et qui me dit finalement, mais tu vois Nasrine, je regrette la situation. Fondamentalement, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer clairement sur la posture qu'elle avait face à ce qui se passe. Et je pense que l'authenticité est vraiment très importante. Et la situation actuelle nous pousse vraiment à aller dans ce sens, à dire voilà où moi j'en suis avec la situation. Après, si ça ne plaît pas à l'autre, c'est à accueillir aussi. On n'a pas le droit de vouloir changer quiconque ici. Et ce n'est pas l'objectif. Je crois que l'objectif, c'est justement d'aller voir qu'est-ce que ça nous fait intérieurement de voir que l'autre est dans l'aveuglement, parce que c'est nous qui le percevons comme ça pour l'autre, c'est nous qui sommes dans l'aveuglement peut-être. C'est ça la dualité. Et c'est donc vraiment d'aller aussi quelque part dans une empathie, mais non mentalisée, non forcée, mais aussi de pouvoir se transposer aussi à travers la crainte d'autrui et comprendre que notre partenaire se fait vacciner et fait vacciner nos enfants parce qu'il est pris par la peur. Et en voyant cela, personnellement, moi, j'engagerais bien sûr un dialogue approfondi avec mon partenaire en lui disant, écoute, avant d'entamer une quelconque action, prenons contact avec cette peur. Allons voir ce qu'elle vient te dire, ce qu'elle vient nous dire. Et pourquoi elle veut se transposer sur nos enfants. Donc, je pense que la communication est la base, la communication avec soi-même et la communication avec l'autre, pour qu'on puisse retrouver aussi cette clarté-là, parce qu'il y a énormément, tout le système fait qu'il y a de la confusion. Un jour, on nous dit, mets le masque, le lendemain, il faut se vacciner, le surlendemain, on nous dit, non, en fait, il y a trop d'effets secondaires, ça tue tout le monde. Là, bien sûr, j'exagère, mais il y a tellement de confusion que si je ne reprends pas quelque part mon pouvoir en main en me disant « Attends, Nasrine, là maintenant, il faut que je retrouve ma clarté intérieure. Pour ce faire, je dois m'écouter. » Et cette écoute-ci me permet aussi d'être véritablement à l'écoute de l'autre.
Et là, chacun va prendre sa position. Et après, je crois aussi, comme vous le disiez, très chère, merveilleuse Agnès et Stéphanie, je crois qu'après aussi, c'est de pouvoir redonner le pouvoir à la vie quelque part, parce que c'est elle qui orchestre, je dis toujours que la vie orchestre tout dans les moindres détails. Donc, je peux aussi quelque part m'abandonner à elle, et je crois que le pouvoir de l'accueil nous permet justement d'avoir ce support, de pouvoir vraiment nous reposer sur elle quand nous nous sentons dans cette impuissance, parce que ce faisant, nous permettons à la vie de nous amener vers des révélations auxquelles peut-être je n'ai pas accès si je suis sur mon pied de guerre, si c'est moi qui essaye de gérer, si c'est moi qui essaie de me battre contre la vie fondamentalement, parce que tout ça n'est qu'une expression de l'être. Et je crois qu'elle a envie de nous porter, nous chers êtres humains, à travers toutes les vagues. Super, merci Nasrine, merci vous trois, c'est très inspirant parce que tellement de gens sont dans cette situation. Moi, je voudrais juste apporter un témoignage. Comme vous, je pense, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en tant que thérapeute, puisque je suis dans des consultations aussi, et qui sont dans cette situation, en fait. Alors, il y en a une qui m'a interpellé, c'était la semaine passée, c'est intéressant. Je vous la partage parce que ça illustre vraiment ce que vous dites. Donc, c'est une personne qui est vraiment désemparée parce que son mari a été vacciné, leur fille ou son fils, je sais plus, contre son gré à elle, et elle est vraiment très mal avec ça. Et puis, en discutant avec elle, finalement, elle se rend compte, elle s'était déjà rendu compte, mais elle me le partage, c'est qu'en fait, elle n'en veut pas tant finalement à son mari parce qu'elle comprend qu'il est complètement sous hypnose. Et elle dit, moi-même, j'étais sous hypnose. Et alors, elle parle de la grippe H1N1, où il y a eu un peu la même chose. Et puis après, vous avez vu, il faut vraiment regarder aussi l'édition du Sénat français qui démontre complètement cette fausse pandémie et ses collusions avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, on avait déjà tout pour comprendre, pour ne pas retomber dedans, en fait, mais on est retombé dedans à plus grande échelle. Mais elle était elle-même prise là-dedans, en tant qu'infirmière. Elle s'est fait soigner, elle s'est fait vacciner contre ce truc H1N1. Maintenant, elle sait aujourd'hui que ça ne servait à rien, c'était une arnaque, mais elle a dit, mais j'étais sous hypnose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution. Et en fait, c'est ça aussi, c'est de bien toujours faire la différence entre une personne et son comportement. On peut avoir un comportement débile, mais en réalité, la personne qui fait ça, elle peut toujours évoluer. C'est pour ça que c'est important, effectivement, de ne pas trop tomber dans les jugements, parce qu'on pourrait nous-mêmes, je ne sais plus qui disait de vous, je crois que c'était Stéphanie qui disait, mais moi, dans une autre situation, je pourrais aussi être celui qui me fait balader et je ne me rends pas compte. Donc, effectivement, c'est ça, de ne pas juger, mais essayer de comprendre. Et puis, ce que vous dites toutes les trois, faire confiance au système immunitaire, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Si on reste calme, si on en veut de l'amour, je pense qu'il peut se passer quand même, il peut y avoir pas mal de protection contre les effets délétères de toutes ces toxines de manière générale, en fait. Voilà, c'est un petit partage de ça. Alors, je propose qu'on conclue parce qu'il nous reste plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure. Et vous pouvez conclure avec cette question que je vais vous poser maintenant, des questions plus spirituelles. Et alors, si chacun vous pouvez conclure là-dessus, ce serait super. Alors, les questions spirituelles que j'ai ici, c'est j'en ai de deux sortes. La première, c'est oui, mais est-ce que résister dans la matière, donc faire des manifs, des pétitions et tout ça, est-ce que c'est pas mettre notre propre force au service du négatif? Avec l'histoire des balanciers, pour ceux qui connaissent. Voilà, est-ce que en fait, en étant dans l'action, est-ce que je suis pas en train de jouer le jeu de la non-dualité finalement et de renforcer ça? Ça, c'est intéressant. Je sais pas si une d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais une d'entre vous peut répondre à ça. Et puis ensuite, la question plus générale, c'est plusieurs questions là-dessus, c'est mais est-ce que l'humanité va s'en sortir? Est-ce que la lumière va gagner? Parce que les forces de l'ombre sont tellement puissantes, on le voit, avec des moyens colossaux, des milliards et des milliards et des moyens colossaux terribles. Est-ce que l'humanité, est-ce que la conscience va pouvoir gagner finalement? Voilà. Alors, Stéphanie, toi, je sais que les deux questions t'intéressent parce que tu es dans le monde aussi de l'action, tout en étant à la fois dans la spiritualité. Tu as créé dans ce mouvement politique organique qui est nouveau en Suisse. Donc, comment tu réponds à ces questions? Voilà, je te laisse. Oui, alors, si je peux répondre aux deux, mais succinctement. Vas-y. Alors, déjà, je pense qu'il faut suivre l'élan intérieur. Si vous avez envie d'aller manifester, si vous ressentez le besoin de prendre en main une action, faites-le. Vous nourrirez jamais ce qui ne doit pas l'être, de toute façon. Même si vous deviez nourrir l'aspect obscur, c'est que ça devait être comme ça. Donc, suivez votre élan. Et puis,
comme tu disais tout à l'heure, Eric, on change beaucoup et puis vous pouvez un jour faire ça et puis au bout d'une semaine vous dire ah non, je le sens plus et puis changer. Je crois qu'il n'y a pas de règle finalement. Vous devez vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je vois, il faut suivre la joie intérieure, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous motive, ce qui lève votre énergie, alors faites-le. Et puis après, pour ce qui est de la victoire de la lumière, alors moi j'en suis certaine. J'ai pas une once de doute là-dessus. Parce que, comment on vous dit? Parce qu'intuitivement, je sais que c'est déjà gagné. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des tragédies du reste. Il y en a déjà. De nouveau, il y a une partie très humaine dans cette réponse, mais elle n'a pas l'entier de la réponse. C'est vraiment de se dire, je fais confiance. J'ai entièrement confiance que notre humanité aujourd'hui, parce que je l'ai ressenti, et puis on m'a montré un petit peu des images à ce propos. Bon, moi j'ai été canal un petit moment dans ma vie. J'ai reçu j'ai été guidée, j'ai fait de l'écriture guidée. Ça m'a libérée. Ça a été vraiment une étape magnifique de ma libération. C'est grâce à ça, je pense que j'ai appris à m'aimer. J'ai arrêté après parce que il fallait que je laisse la place à ma plume et du coup il fallait pas d'interférence. Mais il y a vraiment cette connexion qui est restée. Et un jour je vais vous partager juste ça parce que je trouve que c'est une très belle image. Un matin, je me suis réveillée et j'ai dit vous pouvez juste me dire si ça va aller ou pas. Vous savez, au moment où vous vous réveillez, il y a une grande pureté. Le mental n'a pas encore pollué. Il n'y a pas de pensée. C'est très pur. Pour moi, en tout cas, c'est là qu'il y a beaucoup de messages qui passent. Et on m'a dit, tu aimerais pas avoir les réponses. Et c'est vrai. Pour moi, le sacré doit rester sacré. On ne décrit pas le sacré parce qu'on ne peut pas le décrire en tant qu'humain. Mais on peut le ressentir et ils m'ont donné une image. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Suisse ou si dans vos pays c'est comme ça, quand il y a un brouillard pas possible et que vous vous dites mais mon Dieu, mais quel temps, et puis vous dites allez, on essaye d'aller à la montagne et on commence à monter les serpentins de la montagne et tout d'un coup ça s'épaissit encore, on se dit non mais là c'est pas possible qu'il fasse beau et tout d'un coup on passe dessus et c'est bleu. Et ils m'ont montré cette image. Et là, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'inquiétude à se faire. Et je suis sûre qu'on va arriver dans ce bleu, tous. Je ne dis pas sans perte, mais les pertes font partie du gain. De nouveau, je pense qu'il faut qu'on reste très humble et qu'on sache que ce qui doit être sera. Voilà. Super, merci Stéphanie, c'est génial. Agnès, que peux-tu nous dire sur ces questions? Moi, je trouve vraiment, je suis pleine de gratitude. Je crois que ça fasse un peu brossage de poils, mais c'est tellement réel pour moi de me dire, voilà, finalement, moi, j'ai acquis une connaissance aussi. Je retrouve dans tous les messages des personnes connectées, des personnes sensibles, des personnes qui ont cherché une vérité à l'intérieur d'elles, des personnes issues du creuset des philosophes, des initiés, des psychologues, enfin des écrivains, des artistes, tous ces gens qui sont connectés finalement à quelque chose de supérieur autour d'eux, autour de nous, enfin voilà, des êtres sensibles. Nous avons tous le même message. Alors, voilà, c'est simplement que quelque chose est là et qu'on ne peut pas le nier. Je veux dire, moi, j'ai aussi une vision, j'ai eu des perceptions, j'ai eu des messages et c'est en gardant tout ça, parce qu'en plus, moi, j'étais universitaire et je me suis dit, OK, là maintenant, si je partage tout ça, c'est bon, je vais passer pour voilà, on va se dire... non, c'est pas voilà, bref, vous m'avez compris, j'aime même pas le dire, je me sens pas confortable avec ça. C'est maintenant que j'arrive à parler, voilà, c'est la première vidéo, c'est-à-dire que je suis restée dans l'ombre, etc., dans cette sagesse de me dire, ce n'est pas possible, je ne pourrai pas communiquer ce que je contiens, je vais vraiment passer pour une illuminée. Sauf que voilà, nous ne sommes pas tout seuls. Donc, si je vous disais que, aussi bizarre que cela puisse paraître, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle.
Nous avons simplement oublié, nous sommes dans l'amnésie de la compréhension de ça. Comment pouvons-nous imaginer que nous sommes là, dans cette minutie, dans cette ingénierie de notre corps, de la nature, et que nous allons avec nos petites compréhensions, notre petit savoir, façonner tout ça? Non. On nous laisse faire joujou, on nous laisse un petit peu nous amuser, mais tout est sous contrôle. Et il faut une prise de hauteur énorme, une déstructure énorme de tous nos contingentements pour arriver à cette compréhension. Et c'est difficile de faire passer ce message. Voilà, moi ça me demande aussi du courage. Et maintenant je vais oser affirmer cette connaissance et la partager parce que je crois que c'est le temps. Et le seul message que nous devons retenir, et c'est très étonnant parce que moi, il est venu, les choses sont venues, mais ce n'étaient pas mes mots. Pourtant, j'adore les mots. Et les messages qui sont venus n'étaient pas mes mots. Ce n'est pas ma manière de formuler les choses. Voilà. Donc, c'est oublier le sens de la vie. Le sens de la vie, il a été donné par les religions. Alors, bien sûr, qui maintenant, voilà, ne sont plus à l'ordre du jour, hein, à déconstruire et tout ça. Mais si on continue à garder la confiance, même si on la comprend pas, même si on comprend pas, se dire que il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et que il y a un ordre dans toutes ces choses-là, bien que, et je l'ai vu aussi, oui, il y aura des destructions, oui, il y aura du chaos, oui, il y aura des pertes, mais c'est exactement, ça rejoint ce que dit Stéphanie, ça fait partie de l'histoire de l'humanité que nous ne contrôlons pas, auquel la seule soumission que nous devons avoir, c'est celle-ci, la soumission à ce système, à ce qui est, avec sagesse, acceptation et foi, et comprendre que ces choses-là nous dépassent, nous sommes dans ce flot et nous devons accepter cette vie telle qu'elle est avec ses règles du jeu, aussi réelles, aussi injustes puissent-elles nous paraître. Nous n'avons pas les clés, nous n'avons pas le mode d'emploi. Nous ne le comprenons pas, sauf si nous cherchons, nous faisons vraiment une introspection absolument profonde et certains l'ont, les initiés ont cette connaissance d'un coup, mais ça ne nous départit pas de notre travail. C'est-à-dire que même si on comprend, on est quand même des êtres humains incarnés et on doit continuer à être dans cette, voilà, dans cette histoire-là, en fait, hein, et de faire avec. Donc, voilà. Okay. De l'amour pour soi, de l'amour pour ce qu'on est. Effectivement, faire ce que l'on sent, comprendre ses valeurs, qu'est-ce qui nous anime, essayer de chercher ça au plus profond de soi. Qu'est-ce qui m'anime, quelles sont mes valeurs? À partir de là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quel est mon message? Comme dit Stéphanie, j'y vais pas. Je sens, il n'y a pas d'obligation parce que chacun est là pour jouer sa partition. Et chacun est là pour faire ce qu'il a à faire. Donc, avec cette connaissance-là, faisons ce que nous avons à faire dans la confiance et les dés sont jetés. Après, voilà, ayons la sécurité malgré tout que quelque chose de plus grand est à l'œuvre et que nous devons avancer avec confiance. Wow. Voilà, quels que soient les dommages collatéraux. Voilà. Merci. Les choses sont quand même maintenues dans un ordre qui nous dépasse. Voilà, oui, qui a du sens. Qui a du sens. Inspirant, enthousiasmant aussi. Nasrine, à toi, si tu veux bien. À nouveau, j'aime beaucoup ce qui est observé ici et ce qui est exposé ici. C'est d'une bienveillance et d'un amour absolu, vraiment, tout ce que vous partagez les trois. Aller manifester, ne pas aller manifester, est-ce que ça va augmenter la dualité, est-ce que je vais l'accentuer? À nouveau, pour moi, c'est beaucoup de mentalisation. Il s'agit fondamentalement d'aller avec, comme le disait aussi Stéphanie, j'aime beaucoup ce terme, l'élan intérieur. Maintenant, il faut beaucoup d'observation pour pouvoir déceler ce qu'est un élan intérieur, parce que le conditionnement peut nous paraître être un élan intérieur, comme une habitude qui tout à coup, on se dit « ouais, mais je fais ça automatiquement ». Ce n'est pas forcément un élan intérieur. Donc, mon invitation, c'est vraiment d'aller observer un grand maximum ce système intérieur-ci pour pouvoir déceler s'il s'agit véritablement d'un élan intérieur ou pas. Il ne s'agit pas pour moi d'une guerre quelconque. Lorsqu'on observe les choses, peut-être en étant un peu plus détaché,
de l'idée d'être uniquement cet être humain. Hein, quand je me dis que je peux observer le corps, le mental, le système émotionnel, donc il y a une conscience qui est là et qui observe toute cette vie qui se déploie. Quand je peux observer les choses comme ça, je me rends finalement compte qu'il n'y a pas forcément d'obscurité ou de lumière et qu'il s'agit fondamentalement de la même source. La vie peut par moment être dans la nuit et par moment être illuminée par le soleil. Fondamentalement, il s'agit d'une et seule et même source et qui peut évoluer. Hein, donc l'état de conscience de l'humanité est grâce à cette situation et malgré toute la souffrance, j'ai quand même envie de dire grâce à cette situation, elle arrive à un point où elle va devoir changer. Donc, c'est un peu comme les vagues qui sont formées dans l'océan. Hein. Au bout d'un moment, cette vague, cet état de conscience atteint son point d'apogée et une nouvelle vague est créée. Et la descente peut nous paraître comme une descente aux enfers ou comme une espèce de lumière obscure ou d'une obscurité qui vient comme s'affaisser sur nous. Mais tout cela, pour moi, fait partie d'un seul et même mouvement. Donc, est-ce que l'humanité va survivre, réussir ou gagner? Pour moi, là n'est même pas le propos. Il y a fondamentalement un changement d'état de conscience et l'humanité, sans humanité, l'état de conscience ou la conscience n'a pas lieu d'exister. Donc, forcément que l'humanité va rester. Elle va pouvoir, non pas vaincre, mais elle va pouvoir évoluer et elle va pouvoir réaliser que tout ce qui nous est imposé aujourd'hui de manière tellement tiens dans ta gueule, en fait, ça existait déjà avant. Avant, on nous disait déjà, faut se lever le matin, faut aller faire ce job, faut être souriant, faut être gentil, faut être dans l'empathie, faut avoir 2 semaines de vacances, faut faire des enfants, faut avoir une Rolex au bout de ton bras, faut réussir. Donc, toutes ces choses-là, tout ce système-là était déjà là de toute façon. Mais grâce à ça, nous nous rendons compte que nous nous sommes endormis et l'état de conscience fait que l'humanité peut se réveiller. Donc, vive le réveil. Wow, c'est très inspirant aussi, magnifique. Alors, il me vient une idée, je vais conclure. Moi, je vais juste dire un tout petit truc. Et puis, j'ai une idée, je n'ai pas préparé la conclusion, mais je me dis, je voudrais vous proposer quelque chose qui serait sympa. C'est de terminer avec 1 minute de silence où on peut laisser aller notre être à donner de l'amour, à être amour. Et puis, les gens qui nous regardent, ils peuvent faire la même chose ou ils peuvent juste le recevoir parce qu'il y a des gens qui peuvent en avoir besoin. Si vous êtes d'accord, on peut faire ça. C'est original, je crois que ça s'est pas encore fait, je pense, ça pourrait être marrant. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire en fait en conclusion, mais je crois que ce que vous avez dit est vraiment c'est l'essentiel en fait. Oui, voilà, c'était les questions. Effectivement, je rejoins ce que tu dis, Nasrine, c'est finalement très mental tout ça. En réalité, ce qui compte, c'est d'élever notre fréquence vibratoire, de ressentir notre être. Et si je reprends l'analogie du début, est-ce que tu vois la fin du tunnel, cette question, est-ce que tu vois le soleil? Si on la renversait, est-ce que tu le vois le soleil à l'intérieur de toi? En fait, finalement, c'est ça le plus important, c'est se connecter. On en revient à ce que vous disiez, l'accueil et puis faire confiance naturellement, parce que quand on connecte à cette énergie, il y a des témoignages de gens qui sont dans des camps de concentration, qui savent qu'ils vont mourir, ils sont en paix totale. Et c'est merveilleux parce qu'ils décrivent l'amour, en fait. C'est dingue, dans des situations aussi chaotiques, ils arrivent à décrire l'amour. Alors nous, on n'en est pas là, mais c'est possible. Donc je crois que c'est le plus important, c'est vraiment ça, revenir à notre être profond qui est lumineux. Et je vous invite, si vous êtes d'accord toutes les trois, vous êtes d'accord, qu'on regarde pendant 1 minute la caméra et juste qu'on se laisse, qu'on soit en fait. Et pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui ont besoin de ressentir de l'amour, ben, vous pouvez recevoir. Et sinon, vous pouvez faire la même chose avec si vous voulez mettre une intention d'amour sur Terre, évidemment, vous mettez ce que vous voulez en fait. Mais je propose qu'on se termine dans le silence, qui est très puissant. Un grand thérapeute, c'est le silence. Et qu'on regarde. Et qu'on se regarde entre nous. Et qu'on se connecte tous ensemble.
Merci beaucoup à toutes les trois. C'était un honneur de partager ce moment avec vous. C'était merveilleux. Merci Eric. Voilà, on se retrouvera peut-être sur le chemin. Merci Voilà. Agnès, merci Nasrine. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce moment de partage tellement enrichissant. Oui. Belle soirée. Merci. Belle soirée. Nos cœurs vibrent, nous allons vivre bientôt libre. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.